Ici, on n'a pas de grands commerces, d'usines, de manufactures. On a que ce qu'on gagne de la terre. Autant dire rien. Ce n'est pas une vie. On est même si pauvre qu'on vend nos vaches pour la viande au boucher des grandes villes. On se contente de cochons et on en mange tellement sous toutes ses formes, fumées, écouées, hachées, salées, qu'on finit par lui ressembler. Figure rose, hure rougie, loin du monde, par combes noires et forêts. Bonjour et bienvenue au coin coin du Maxou. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte, Le vampire de Ropra de Jacques Chessel. En 1903, à Ropra, dans le Haut-Jura-Vaudois en Suisse, la fille du juge de paix meurt à 20 ans d'une méningite. Un matin, on trouve le cercueil ouvert, le corps de la Virginale Rosa profané, les membres en partie dévorés. Stupéfaction des villages alentours, retour des superstitions, hantise du vampirisme. Puis, à Carouge et à Ferland, deux autres profanations sont commises. Le nommé Favé, un garçon de ferme, est le coupable idéal. Condamné, emprisonné, soumis à la psychiatrie, on perd sa trace en 1915. À partir d'un fait réel, Jacques Chessé donne le roman de la fascination meurtrière. Qui mieux que lui sait dire la crasse primitive, les fantasmes des notables et la mauvaise conscience d'une époque. Je m'en vais ainsi vous livrer un extrait d'ouverture de ce formidable roman. Mais voilà le samedi 21. Ce matin-là, très tôt à l'aube, François Rode, qui habite les Hauts de Ropra, au lieu dit vers chez les Rhodes, a décidé de faire du bois dans la forêt vallonnée qui jouxte le cimetière en contrebas. Son fils Hermann l'accompagne et mène le lourd char à bœuf des laitiers et des bûcherons. Il est 7h30. Le jour se lève lentement sur les campagnes enneigées. Le chemin du bois de taille longe étroitement le cimetière. Arrivé à la grille de l'enclos, François arrête l'attelage, ordonne à son fils de l'attendre, pénètre dans le cimetière où il veut se recueillir sur la tombe toute neuve de Rosa. Il fait quelques pas dans l'allée et aussitôt pousse un grand cri. La fosse de Rosa est ouverte et le cercueil est à nu. 70 ans plus tard, le vieil Hermann se souviendra du cri de son père, comme s'il avait vu le démon, dira-t-il en tremblant, le regard rougi, à cette énorme distance et les yeux encore éraillés de peur. Sur le char, Hermann s'est figé. François ressort en titubant de l'enclos, ne referme même pas la grille, tombe dans la neige, se relève, tombe encore, finalement se ferait un passage jusqu'à l'auberge Cavin. Surgissent Cavin, la mère Cavin et le fossoyeur Cossandé. On retourne au cimetière. La lumière est maintenant nette et d'une blancheur écœurante. Autour de la tombe ouverte, il y a des pas. Tout le sol est piétiné et les traces d'un corps allongé. À quelques mètres, une lampe tempête à demi enfouie dans la neige. Cossandé descend dans la fosse. Le couvercle du cercueil est complètement dévissé.
replacé à la hâte, laissant une étroite ouverture du côté du buste de la morte. Cosandé y plonge la main. On ne sent plus la tête, hurle-t-il. Il s'écroule, plié en deux sur le cercueil. On ranime Cosandé, qui demeure à monter la garde en grelottant auprès de la fosse. On gagne le café Cavin, où faire fonctionner l'unique téléphone du village. Sont attendus Monsieur Glore, juge de paix du cercle de Mézières, Monsieur le juge d'instruction Blanchot et deux agents de la police cantonale de sûreté à qui il faudra 3 heures pour gagner le Jura par le vieux tramway venteux de la ligne Lausanne-Moudon. Afin de rattraper le temps, on ira les chercher en char à la halte du château d'Ussière. C'est alors qu'on découvre les choses. De Mézières, où l'on a enfin réussi à l'atteindre, le docteur Debré a rejoint le groupe. Il donne l'ordre d'enlever le couvercle du cercueil. Cadavre violé. Traces de sperme, de salive sur les cuisses dénudées de la victime. Et la mutilation la plus sanglante apparaît dans son horreur. La main gauche, coupée net, gît à côté du cadavre. La poitrine, cisaillée à coups de couteau, est profondément charcutée. Les seins ont été découpés, mangés, mâchés et recrachés dans le ventre ouvert. La tête, aux 3/4 séparée du tronc, y a été enfoncée après que des morsures très repérables et visibles ont été pratiquées en plusieurs endroits, le cou, les joues, la tache de l'oreille. Une jambe, la droite, et la cuisse droite, elle aussi, sont hachées jusqu'au pli du sexe. Le sexe a été découpé, prélevé, mastiqué, mangé. On en retrouvera des restes recrachés, poils, publons et cartilage dans la haie dite du crochet, à 200 mètres au-dessus de la forge. Les intestins pendent hors de la bière. Le cœur a disparu. Il est certain que le démon a extrait le corps de la fosse pour procéder à son aise. Il y a une poignée de longs cheveux et 2 larges flaques de sang, en partie absorbées par la neige, près de la tombe profanée. L'horrible besogne accomplie, le repas bestial terminé, le corps de la jeune martyre a été réajusté au cercueil, à sa place dans la fosse béante. Voilà, chers amis, c'était la lecture du chapitre numéro 3 de cet excellent roman, Le vampire de Ropra de Jacques Chesset, que je vous recommande fortement car n'oubliez pas, si nous ne lisons pas, alors comment allons-nous comprendre? Allez, à jeudi prochain pour une autre lecture. Ciao!